Bienvenue dans Pile Poil, l'émission de tous ceux qui font la communication en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce numéro, nous allons revenir sur les ours de la com, vous savez, ces trophées de la communication qui ont été remis le 21 mars à la chapelle de la Trinité. Nous allons revenir sur le palmarès et débriefer avec deux invités exceptionnels, Lionel Flasseur, le président du jury des ours de la com 2023 et président du fonds Essentiel, et Isabelle Gromette, la présidente de Goodness & Co. Elle est la personnalité de l'année 2023 distinguée par le jury des ours de la com. Bonjour Lionel, bonjour Isabelle. Bonjour Mathieu. Bienvenue à tous les deux dans l'émission Pile Poil. Alors Lionel, d'abord je voudrais commencer par te remercier d'avoir été le président du jury, très investi comme tout le jury d'ailleurs. Est-ce que tu t'attendais à cela ? Je ne m'attendais pas à passer autant de temps, donc personnellement j'ai passé plus de 10 minutes par dossier. J'ai fait en sorte aussi d'en lire une dizaine par jour et pas plus pour garder de la fraîcheur. Dans les membres du jury, on a vu qu'il y avait plusieurs tactiques, ceux qui se concentraient sur une semaine, ceux qui faisaient catégorie par catégorie. Tu as expliqué en ouvrant la cérémonie que toi et les membres du jury, vous aviez été attentifs pour accorder une importance particulière au moment de voter, pour les projets et les campagnes qui avaient du sens, pour que les professionnels de la communication en fait, jouent un rôle et montrent un peu la voie. Tout à fait, c'est un thème porteur qui n'est pas simplement conjoncturel, qui est véritablement structurel. On pense que les agences de communication ont un rôle majeur à jouer dans la transition qu'on appelle tous. Ils ont une vraie responsabilité et c'est un peu l'angle effectivement qu'on souhaitait appuyer pour faire en sorte d'avoir une sélection empreinte de ce mouvement. Isabelle, toi tu étais dans le public avant de monter sur scène pour recevoir le prix de la personnalité de l'année, on va en parler dans quelques minutes. Comment tu as perçu les projets que tu découvrais en même temps que tout le monde dans le public ? J'étais très impressionnée, en fait, je dois dire, par l'énergie, la volonté aussi des différentes équipes de contribuer à un monde meilleur. Et j'ai été moi-même très touchée par les 3 équipes de jeunes qui ont concouru pour Time for the Planet. Ouais, c'était la communication de Time for the Planet et donc effectivement qui est cette jeune entreprise fondée par des Lyonnais qui aide à réunir des fonds pour développer des projets en faveur du climat, contre la pollution. On va d'ailleurs regarder le spot lauréat des étudiants de Sub de Pub. On a recyclé nos classiques. On a participé aux ours de la com. Au début de la compète, on savait qu'on voulait faire changer les choses. On savait pas comment, mais on voulait aider notre monde et Time for the Planet en même temps. Et ça, c'était un vrai challenge. Notre constat était le suivant. Notre monde est de plus en plus impacté par le réchauffement climatique. Le but est de changer les choses. Instruire et sensibiliser toutes les générations et leur donner envie d'agir. Comment y arriver ? Grâce à Time for the Planet et à nos idées. Après des dizaines de discussions et quelques pauses déjeuner, on est parti d'un constat. Les films sont le reflet de notre monde et ceux qui ont bercé notre enfance et qui sont considérés comme des classiques seraient aujourd'hui irréalisables car ils sont plus proches d'une utopie que d'un monde réel. Pour ne pas éteindre tous les espoirs des futures générations, on a décidé de jouer avec l'humour et de détourner ces films en les recyclant pour obtenir un effet choc à la vue de ces affiches. Une mauvaise ou moyenne nouvelle détournée avec humour, c'est toujours moins violent, non ? Non ? Bref, prenons La Reine des Neiges. On a fait rêver des générations entières avec cette chanson Libérée, délivrée. Mais soyons honnêtes, aujourd'hui, on partirait plus sur La Reine des Flaques plutôt qu'une montagne couverte de neige et de glace. Grâce à nos affiches qui sont déclinables, on va sensibiliser, impacter les nouvelles générations pour les impliquer dans le futur, parce qu'elles aussi ont un rôle à jouer et peuvent devenir actionnaires. Grâce à Instagram, on va pouvoir mettre en avant nos contenus, nos affiches et surtout montrer l'avancée de Time for the Planet. Maintenant, le but était de savoir qui on veut toucher et à qui on parle. Et là, c'était simple. On parle à tout le monde. À partir de 18 ans, tout le monde est notre cible. Étudiants en études supérieures, les jeunes parents, les nouveaux CSP+, les personnes âgées. Bref, on a recyclé nos classiques et maintenant, c'est à vous de faire le reste. Voilà, c'était la campagne des étudiants de Sub de Pub, les classiques recyclés pour Time for the Planet. Bravo à Manon, Marie-Lou, Emma, Antoine et Chloé Petit pour la campagne qui devrait trouver sa place sur les réseaux sociaux de Time for the Planet, comme l'a dit Arthur Aubeuf, l'un des cofondateurs, dans sa vidéo de remerciement. Et toi, Lionel, ce serait quoi ta campagne coup de cœur ? Alors il y a une campagne qui nous a collectivement marqués, c'est la campagne du foyer de Notre-Dame des Sans-Abris, menée par l'agence conversationnelle, qui montre qu'avec des simples Playmobil, qu'on peut faire véritablement une histoire engageante. C'est un peu du marketing frugal quelque part et qui montre que tout le monde a sa place dans les ours de la communication, quels que soient les moyens et consacrés à des grandes campagnes de communication. Voilà, c'est aussi l'occasion de citer l'agence lauréate de l'année, l'agence Mouton Noir, qui avait remporté également un prix pour son client Alter Eco,
voilà, qui est aussi sur le domaine de l'alimentation équitable. Merci beaucoup. On s'y attendait encore moins à cette ours d'or. Effectivement, que de chemin parcouru, 7 ans, et effectivement, vous l'avez bien souligné, on essaye d'appliquer à nous-mêmes ce qu'on propose à nos clients. C'est sûr que quand on a une promesse, voire même un slogan qui est celui de anti-standard, eh ben, ça nous demande d'être exigeants au quotidien, exigeants avec nos équipes, exigeants pour se faire remarquer, se rendre remarquable auprès des annonceurs. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, voilà, de s'appliquer nos propres préceptes. Voilà. Merci à tous. Bravo. Je vous rappelle à vous tous qui regardez l'émission que vous pouvez regarder le replay, si vous le souhaitez, de la cérémonie sur notre site ourscom.fr ou sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller également sur le site pour aller voir la vidéo de chacun des lauréats dans chacune des catégories sur notre site. Vous le savez, chaque mois, on fait découvrir l'univers d'un ou d'une illustratrice. Ce mois-ci, bien entendu, on a souhaité remettre en valeur Jean-Philippe Cabaroc, qui a été le lauréat de l'Ours d'Or du meilleur freelance 2023. Je m'appelle Jean-Philippe Cabaroc, je suis designer graphique et illustrateur à Saint-Étienne. Et donc je suis spécialisé dans les identités visuelles pour les entreprises. Et ça fait maintenant un petit peu plus de 15 ans que je fais ça. Je vais vous parler d'un travail que j'ai réalisé pour la Semaine du développement durable pour Saint-Étienne Métropole. Et donc c'est un travail d'affiche où on avait besoin de réaliser une illustration pour illustrer la notion de bifurcation. Voilà, qui est relié à la thématique du développement durable. J'aime bien en fait les images qui racontent une histoire, les images qui n'en disent pas trop et qui permettent de réfléchir, de se faire sa propre idée et de ne pas avoir une solution un petit peu toute faite dans l'image ou alors d'être trop dans une injonction ou dans quelque chose de trop culpabilisant. L'illustration finale, celle qui a été retenue, elle représentait un personnage qui, dans un environnement urbain, habillé comme une personne qui allait au travail, en fait, comme un professionnel, et qui, à un moment donné, tourne la tête dans une rue, peut-être une impasse, on ne sait pas exactement, et qui découvre quelque chose d'assez surprenant, voire un peu magique ou merveilleux. Un jardin au milieu d'une ville, on imagine, un jardin un peu magique, qui peut faire référence éventuellement à Alice au Pays des Merveilles, voilà, de mettre quelque chose d'un petit peu, de réenchanter en fin de compte un peu le quotidien pour se dire, tiens, et si je changeais de chemin ce matin, et si je sortais la tête de mon téléphone, est-ce que ça ne permettrait pas finalement de faire quelque chose qui soit positif, sans casser un peu ma routine. Je travaille beaucoup, alors soit sur papier, soit sur une tablette, ce qui me permet en fait d'avoir un dessin qui est très lâché. Là pour le coup, le but c'est pas du tout d'être parfait, c'est d'être très spontané, de jeter très vite en fait ces idées sur le papier pour tout de suite voir ce qui fonctionne pas. Et je m'en sers aussi pour faire mes dessins préparatoires avant de passer ensuite sur des logiciels de dessin comme Illustrator. Alors, on en parlait il y a quelques minutes, le jury voulait donner du sens au prix de la personnalité de l'année. Et cette année, le prix a été décerné à Isabelle Gromette, la fondatrice de Goodness & Co. Alors d'abord, en quelques mots, Isabelle, Goodness & Co, c'est quoi ? Goodness & Co, c'est une plateforme de conseil en transformation positive. Pourquoi ? Parce que nous avons tous compris, je crois, que nous étions à un point de bascule, où les entreprises avaient besoin de créer du sens, de démontrer leur contribution même à la société. Et je crois même, en fait, fondamentalement, que seules les entreprises ayant un impact positif prospéreront. Pourquoi ? Parce qu'elles seront choisies par les gens, les collaborateurs, les clients, les partenaires, les investisseurs. Et le temps est à l'action. C'est une création récente, hein ? 18 mois. Voilà. Parce qu'avant, tu as eu un parcours dans des grands groupes. Alors, tu as fait un passage à Boiron, April, Danone. C'est quoi le fil conducteur de ces grands groupes ? Alors, je ne sais pas si je dirais grand groupe d'ailleurs, Mathieu. Le fil conducteur, très clairement, c'est la volonté de contribuer à un monde meilleur. Et ce, à travers le levier d'entreprise. Plein de gens agissent et ont envie d'œuvrer dans ce sens-là. Il y a bien sûr les organisations politiques, les grandes institutions, les associations. Moi, je crois que l'entreprise
est le principal levier de progrès et qu'il est possible de réconcilier performance et impact. Donc j'ai toujours œuvré dans ce sens, avec des terrains de jeu assez différents, mais globalement dans des entreprises familiales que tu as citées. Et puis aussi, j'ai choisi en 2012 de rejoindre Danone parce que j'avais envie d'impacter à grande échelle et je crois qu'il est possible d'œuvrer dans ces grandes entreprises pour changer le monde. Dans ces entreprises, il y a un leader charismatique qui ont une vision. Alors, est-ce que c'est nécessaire pour une entreprise d'avoir un homme ou une femme qui incarne son message et ses valeurs? Aujourd'hui, vraiment, je ne crois pas à une stratégie sans conviction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne crois pas à une entreprise qui s'engagerait sur le chemin de l'impact sans avoir un leader qui incarne ce message. C'est fondamental. Mais est-ce que quand on a un leader, peut-être Lionel également, toi qui à la tête du fonds Essentiel, est-ce que quand il y a un leader, est-ce que on se dit pas c'est lui qui mène un peu son combat personnel? Il faut que quand même tous les collaborateurs soient là et soient en accord avec ses valeurs. S'il est seul, ça ne marche pas, très clairement. Donc s'il n'est pas arrivé déjà à incarner cette vision auprès de ses propres collaborateurs pour que tout ce combat s'enflamme littéralement, ça ne marche pas. Il n'émerge même pas en tant qu'individu. Voilà. Un leader seul, c'est une personne qui trace son chemin, mais s'il n'y a personne derrière, ça ne marche pas. Voilà. Donc pour moi, c'est une condition sine qua non. Isabelle, tu as écrit récemment un livre, Entreprise à impact, que peut-être qu'on peut montrer. Comment les nouveaux leaders peuvent vraiment changer le monde aux éditions Télémac. Ta conviction, c'est qu'une entreprise ne peut plus faire l'économie d'un travail de fond sur sa mission sociétale et environnementale. Lionel, tu partages cette idée, donc les entreprises sont incontournables aujourd'hui? Complètement. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de mettre la tête d'un côté et le cœur de l'autre. Il ne s'agit plus d'être dans les stéréotypes. Il y a l'entreprise mercantile, capitalistique d'un côté, et puis il y a le monde associatif de l'autre. Tout ça, aujourd'hui, on est sur une convergence de vues, une convergence de vision. Et comme le dit Isabelle, les entreprises qui prospéreront, y compris au sens économique du terme, c'est des entreprises qui vont transformer leur mission, leur vision en raison d'être, qui travailleront sur la valeur partagée et pas simplement la valeur ajoutée. On est dans ce mouvement-là. Et une vision, par définition, non seulement doit prospérer, mais doit durer dans le temps. C'est la raison d'être même d'une entreprise. Et si elle n'est pas sur cette voie-là, elle ne durera pas dans le temps. Isabelle, moi, je vais quand même me faire l'avocat du diable. Est-ce qu'une entreprise, d'abord, son but premier, c'est pas gagner de l'argent? Parce qu'avec cet argent, elle assure sa pérennité, elle peut bien payer ses collaborateurs, elle peut améliorer ses processus de production, par exemple. Alors, tu fais bien de poser la question, Mathieu, parce que je crois que ma conviction n'est pas qu'une utopie. On ne parle pas du tout aujourd'hui de mettre de côté le profit. C'est la condition sine qua non pour exister pour une entreprise. Mais c'est aller au-delà, en fait. C'est la raison d'être, d'ailleurs, c'est ce pourquoi une entreprise existe au-delà du profit. Quelle est sa contribution au monde, à la société? Quelles sont ses activités, ses services? Comment engager les gens vers un destin commun? Parce que c'est une chance extraordinaire, cette raison d'être, pour fédérer véritablement les collaborateurs et les parties prenantes. Aujourd'hui, je crois que, d'ailleurs, 8 Français sur 10 attendent des entreprises qu'elles agissent sur ces sujets environnementaux et sociétaux. Alors justement, peut-être que ce sera notre dernière question à nous séparer, mais on voit la défiance qu'il y a à l'égard des partis politiques. On lit aussi effectivement dans les enquêtes d'opinion les attentes des consommateurs vis-à-vis des marques, qu'elles s'engagent. On parle de la marque employeur, on attend que les salariés attendent des entreprises qu'elles dépendent des valeurs et d'être en accord avec celles-ci. Alors ma question, c'est est-ce que, Lionel, pour diriger une entreprise, il faut porter une vision de la société et donc en quelque sorte faire de la politique? Oui, il faut faire de la politique, mais ne confondons pas la politique et la vision politisée des choses. C'est deux choses différentes. La politique au sens noble du terme, c'est-à-dire avoir une vraie vision, être en capacité de proposer un rêve, que ce soit le leader dans une entreprise ou le leader politique, de proposer une projection à la société et puis de faire en sorte effectivement de créer les conditions
pour atteindre cette vision. Si ça, c'est de la politique, bien sûr que les entreprises font de la politique. Et nous, en tant que citoyens, quelque part aussi, ça nous permet de nous réengager à partir du moment où la politique reprendra ses lettres de noblesse. Isabelle, notre invité le mois dernier, c'était Laurent de la Clergerie qui porte l'idée de la semaine des 4 jours. Il disait, lui, qu'il faisait de la politique à son niveau et qu'il voyait en fait l'impact que ça avait, qui ne portait pas le programme pour toute la société française. Est-ce que voilà, dans les leaders que toi tu côtoies, c'est cette vision-là qui s'impose ? Oui, je partage totalement la vision de Laurent. Je crois qu'aujourd'hui, l'entreprise est devenue politique. Pourquoi ? Parce qu'on est face à des défis tellement immenses que sans l'entreprise, on n'y arrivera pas. Parce que le temps est à l'action. Et aujourd'hui, ces leaders éclairés comme Laurent sont devenus un mouvement. La question n'est plus le pourquoi, mais la question est devenue le comment en fait. Et c'est comment passer des mots à l'action, comment mettre en œuvre ses intentions. C'est ça qui compte. Alors, on va retrouver dans un instant le top 5 des articles qu'il ne fallait pas manquer ce mois-ci sur ourscom.fr. Vous verrez, vous allez retrouver beaucoup d'ours de la com. Au sommaire de ce récap, des fonds levés du côté de chez Monet, une acquisition pour Native, Pamplemousse qui fait le plein de clients vitaminés et évidemment les ours de la com 2023 en long et en large. Chez les Lyonnais de Pamplemousse, on profite du repositionnement de l'agence opérée après la crise du Covid pour afficher de nouveaux budgets. Éric Lebrun savoure un équilibre retrouvé et l'arrivée de nouveaux clients. Les ours de la com, c'était le 21 mars dernier. Pour l'occasion, le jury a souhaité récompenser Isabelle Grosmaître, fondatrice de la start-up Goodness & Co, comme personnalité de l'année. Une entrepreneure engagée pour un monde plus vertueux dont Ours vous dresse le portrait. Du côté de chez Native, le début d'année a été l'occasion d'une première. Nicolas Pornon et Laurent Fischer intègrent Lusso, l'agence de Damien Moutard, spécialisée dans le luxe et le retail. Une première acquisition, déjà source de synergie. On revient maintenant sur les ours de la com avec les 29 lauréats récompensés par le jury. Pour cette 3e édition, près de 300 personnes s'étaient réunies à la chapelle de la Trinité pour découvrir et célébrer les meilleurs projets de l'année passée. Et pour terminer, focus sur l'agence de Julien Monet qui fait coup double en levant 6 millions d'euros et en passant ses 3 agences sous la bannière du groupe Citadel, à savoir Monet, Smartfire et Allmatic. Le groupe ambitionne de doubler de taille à brève échéance. Toutes ces actus et bien d'autres sont à lire sur le site ourscom.fr. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission dédiée aux ours de la com. Un grand merci à l'agence Tintamarre qui nous accueille chaque mois dans son studio et qui a assuré la captation de la cérémonie des ours de la com. Et n'oubliez pas, Ours, la revue numéro 12 vient de sortir. Surveillez votre boîte aux lettres, une lecture indispensable. Merci Isabelle, merci Lionel. Tracy, la société aux US que Vestiaire Collectif vient de racheter, avec qui j'étais hier. ChatGPT, version 4. Le top. J'ai demandé un devis pour externaliser la fonction finance. Météo, pour savoir si je vais en montagne ou pas grimper ce week-end. Go voyage. Je rêve de m'évader en ce moment. LinkedIn, que j'utilise chaque jour, très utile professionnellement. LinkedIn. Pas sûr d'avoir aujourd'hui envie d'essayer un nouveau réseau social. TikTok. J'écoute souvent sur Deezer du piano. La musique celtique. La méthode Williams, que j'ai adorée sur la persévérance et l'effort. Creed 3. L'histoire de la renaissance d'un boxeur avec mon fils. Le concert d'Adèle où j'ai emmené mes filles. L'ouverture du festival de Pâques à Aix-en-Provence. J'aimerais beaucoup voir Marie-Sophie Obama, la dirigeante de LDLC Asvel Féminin, qui œuvre en faveur du sport dans la société et qui est une dirigeante extraordinairement engagée. Brice Chambard, patron fondateur de Hobbies.